RMC, 10h13h, les grandes gueules. Et dans les GG sur RMC, nous accueillons la députée du Vaucluse, Rassemblement Marine, Front National, Marion Maréchal Le Pen. Bonjour. Bonjour. Marion Maréchal Le Pen, bonjour. Souhaitez-vous que François Hollande présente ses excuses ? Sur le chômage. Sur le chômage ou sur Valérie, parce qu'on est un peu perdu là pour le coup. À Valérie, ce serait déjà une bonne chose, mais sur le chômage, des excuses. Bah écoutez, de toute façon, on s'y attendait. Voilà, c'est pas un scoop. Quand Monsieur Euro, il y a quelques semaines, nous expliquait que le chômage baissait alors que les chiffres le contredisaient, on savait déjà que c'était une totale imposture. Le problème, c'est que il pourra les présenter longtemps ces excuses, parce que tant qu'il ne changera pas de modèle économique, il y aura toujours pas de richesse, toujours pas de croissance et toujours malheureusement un chômage qui continuera d'augmenter. Vous ne croyez pas à ce que dit Michel Sapin, qui dit on est à deux doigts d'inverser la courbe, deux doigts, c'est l'expression de Michel Sapin, d'inverser la courbe du chômage. Mais le problème, c'est que ça fait 1 an et demi, semble-t-il, qu'on est à deux doigts. Non, je le crois pas du tout, parce que je vous dis que malheureusement, tant qu'ils ne mettront pas de protectionnisme dans les secteurs soumis à la concurrence, tant qu'il ne reviendra pas sur la politique monétaire, tant qu'ils ne reviendront pas sur une fiscalité plus juste et sur un certain nombre de choses, malheureusement, qu'ils ne refusent d'entendre, eh bien, on ira inéluctablement dans cette politique de l'austérité européenne qui ne crée pas de richesse et qui crée de chômage. Donc finalement, vous n'êtes pas surprise ? Non, absolument pas, mais j'en suis désolée en tout cas. Ouais. Et quand Jean-François Copé demande la démission de Michel Sapin, vous êtes d'accord avec ça ? Je suis pas sûre que la démission de Michel Sapin change grand-chose, puisqu'en fait cette politique, quoi qu'on en dise, elle est quand même conduite par François Hollande. Je veux dire, on sait qu'en France, le Premier ministre est à l'écoute sous l'autorité du président, donc je crois pas que le fait de changer Michel Sapin change grand-chose. Alors, le pacte de responsabilité, c'est finalement la réponse à cet échec, présenté il y a quelques jours par François Hollande, pour aller plus vite, plus loin, plus fort, pour reprendre l'expression du président de la République. Ce pacte de responsabilité qui a été plutôt bien accueilli par tout le monde. Et vous, alors, vous l'aimez ce pacte ? Alors, donc, je le prends avec mesure, parce que j'entends la nécessité aujourd'hui de baisser les charges. Ça, c'est vrai que les entreprises n'arrivent plus, certes, à embaucher, mais déjà à constituer de la trésorerie, à avoir des marges suffisantes pour continuer de vivre. Donc ça, c'est une réalité. Ce qui m'inquiète, c'est plus le mode de financement. Parce que je doute, malheureusement, du fait qu'ils aillent chercher ces modes de financement dans la mauvaise dépense publique, comme dans la décentralisation anarchique, par exemple, ou sur l'immigration, ou même sur l'Europe. Je pense qu'ils vont aller la chercher dans la libéralisation des services publics, dans la hausse des impôts, dans le délitement de notre modèle social, exactement dans les mesures défendues par l'Union européenne dans les différents pays membres. Qu'est-ce qu'il faudra faire comme économie Vous avez pour parlé financer de mauvaises dépenses publiques, oui, lesquelles, bien sûr. par exemple Je vous parlais de la décentralisation. Je pense que c'est déjà une piste extrêmement importante. Alors, je suis un petit peu étonnée parce que j'ai entendu Monsieur Hérault nous expliquer qu'ils allaient revenir sur la clause générale de compétences, alors que l'une des premières choses qu'ils ont faites lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est justement de la remettre en place, alors que Nicolas Sarkozy avait tenté justement de la réduire, ce qui prouve que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ils ont créé un échelon supplémentaire avec les métropoles, alors qu'on est déjà noyé sous le millefeuille territorial. Je signe une piste importante qui est celle de l'immigration, quoi qu'on en dise, qui nous coûte extrêmement cher en l'état actuel des choses, parce que c'est une 70 milliards, selon Monsieur Lolland, par exemple, qui est un démographe, un expert en la matière, et en l'occurrence, c'est assez logique, ma foi, puisque l'on importe d'un côté une immigration à bas niveau socio-professionnel, alors que nous sommes un pays en voie de désindustrialisation. C'est-à-dire qu'on apporte une main-d'œuvre alors que malheureusement nous n'avons plus les emplois correspondant à cette main-d'œuvre, et donc mécaniquement, malheureusement, on en arrive à une augmentation du chômage dans certains secteurs. Oui, mais comment on ferait concrètement si vous dites l'immigration nous coûte trop cher, il faut réduire justement ce coût. Comment on ferait concrètement ? En l'occurrence, déjà, il faut réguler les flux, puisque vous savez qu'aujourd'hui... Ça c'est fait, tout le monde ne rentre pas chez nous et tout le monde ne reste pas chez nous. Absolument pas, puisque 60% de l'immigration aujourd'hui est dite familiale, c'est-à-dire à travers le regroupement familial, qui est une immigration qui n'est pas choisie, qui n'est pas sélectionnée pour le travail, mais qui... Donc on supprime le regroupement familial. Absolument, déjà dans un premier temps, et surtout on revient sur l'espace Schengen, c'est cet espace qui permet la libre circulation totale au sein de l'Union européenne, et qui crée d'ailleurs, on le voit, des conséquences sur la délinquance. Je vous rappelle l'allocution de Monsieur Valls, qui pointait du doigt un certain nombre de bandes organisées, exclusivement, devenues de l'Est, absolument. Et je crois qu'il y a un lien direct entre l'immigration, aujourd'hui incontrôlée, telle qu'elle est menée, et la montée de l'insécurité. Donc que ce soit sur le chômage ou sur le reste, le problème il n'est pas français, il est européen, finalement. Je pense grandement qu'une grande partie des solutions se trouve au niveau européen, parce qu'on n'arrivera pas à réguler ces flux, et notamment les problèmes de la concurrence, sans l'Union européenne. Le problème, c'est qu'a priori, ça n'est pas ce que fait l'Union européenne, parce que dans sa politique, c'est une anomalie, l'Union européenne. C'est la seule dans le monde à se refuser à mettre des protections, y compris à ses propres frontières, alors que les États-Unis le font, le Canada le fait, les pays émergents le font. Il y a des protections autour de l'espace Schengen. Très relatives, et qui vont
dans le sens de la libéralisation. Il y a quelques mois, je vous rappelle, il y a eu une baisse de 70% des taxes d'importation avec le Maroc, qui a laminé d'ailleurs le maraîchage dans le sud de la France. Il y a des immigrés aux États-Unis, il y a des immigrés dans tous les pays du monde. Dans les pays riches, il y aura toujours des pauvres qui viendront rentrer. On peut pas. Ce qu'il faut, c'est que ce soit une immigration qui apporte une plus-value à la France. J'entendais encore parler, encore ce matin dans le Figaro, de l'affaire Leonarda. Permettez-moi, quelle est la plus-value en France de familles comme celle de Leonarda? Justement, Leonarda n'est pas revenu en France. Oui, mais le problème, c'est que c'est une goutte d'eau dans un océan. Mais c'est la démonstration que finalement, quand on veut empêcher quelqu'un de venir, on peut. Si vous voulez, c'est un symbole, mais c'est un. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais c'est une goutte d'eau dans un océan, parce que des familles Leonarda, il y en a des centaines et des centaines et des centaines en France. Voilà, et c'est ça qui pèse, et c'est ça qu'il faut réguler. En quoi ça pèse? Ça pèse parce que lorsque l'on a des familles qui arrivent sur le territoire sans la volonté véritablement déjà de s'intégrer ou de travailler, parce que je vous rappelle que le père de cette jeune femme à plusieurs reprises a refusé les emplois qu'on lui avait prêtés, ça pèse sur la scolarité, parce que la scolarité des enfants ça coûte, dans le logement social, dans les aides, les différentes aides de revenus minimum, des choses comme ça. Donc oui, les frais de justice, parce qu'encore aujourd'hui, qui paye les frais de justice de cette famille? C'est les associations que la plupart du temps d'ailleurs l'État français subventionne. Que faut-il faire des 2 ados apprentis djihadistes toulousains récupérés à la frontière turco-syrienne? Ils vont rentrer à Toulouse. Que faut-il en faire? Le proviseur a dit qu'il espérait les récupérer dans son établissement à Toulouse. Écoutez, vu la situation, je crois que ce genre de comportement, si en tout cas ils ont la double nationalité, mérite une déchéance de la nationalité. Je parle par principe général, parce que je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui... Ils sont nés en France, hein. Oui, d'accord, mais si en l'occurrence, semble-t-il, ce sont des Français de papier, parce que je ne vois pas comment on peut aller se battre comme apprenti djihadiste et défendre les valeurs de la République française, voyez-vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se bat d'ailleurs contre l'acquisition automatique de la nationalité à 18 ans, par exemple. Non, mais là, ils sont nés en France. Ça permet pas mais oui, justement, parce que le seul fait, c'est ce que je vous dis, le seul fait de naître en France aujourd'hui permet l'acquisition de la nationalité. Et c'est ça justement que je déplore. Parce que cette acquisition automatique, elle ne permet pas le tri. Parce que vous avez en effet des jeunes qui grandissent, qui s'assimilent, qui méritent la nationalité. Et à côté de ça, vous en avez qui vont être condamnés 18 fois ou qui vont aller apprentis djihadistes. On ne sait pas s'ils sont à la double nationalité, mais s'ils n'ont pas la double nationalité, la déchéance n'est pas une réponse. Donc je repose ma question, quelle est la réponse? En tout cas, s'il s'avère qu'ils n'ont pas la double nationalité, on verra cela. Je crois qu'il faut prendre des sanctions judiciaires, puisque ils n'ont plus leur place à l'école? Quel âge ont-ils exactement? 15-16 ans. 15-16 ans. A priori, ils sont mineurs, donc il ne faut pas... il ne faut pas les déscolariser. Voilà, je ne pense pas qu'il faille les déscolariser. En tout cas, peut-être vont-ils aller dans des centres spécialisés, qui vont peut-être les recadrer un petit peu, les écarter justement de cette radicalité. Non, je ne pense pas qu'il faille les abandonner dans la rue. C'est pas la solution, bien évidemment. Ça vous inquiète, ce phénomène? On parle de plusieurs centaines de Français. On n'arrive pas à avoir un chiffre précis, d'ailleurs. Qui seraient partis se battre en Syrie. Bien sûr que ça m'inquiète, parce que ça fait des années qu'on le dénonce et qu'il y a un total tabou, il y a un voile mis sur ce phénomène. Oui, il y a une montée de l'islam radical en France, et on l'avait déjà vu constater après l'affaire Mera, parce que l'affaire Mera, c'était pareil, une goutte d'eau dans l'océan, si je puis dire, puisque suite à ça, il y a eu des démantèlements, une accélération d'ailleurs des démantèlements de cellules terroristes, en particulier dans le sud. Mais c'est vrai qu'il y a un retour de plus en plus fort à la religiosité, et à une religiosité qui est extrêmement radicale. C'est vrai que c'est assez étonnant. Je crois que cette génération de jeunes Français immigrés ou étrangers se reconnaît dans la religion plutôt que dans la nationalité souvent, française. Ce sont des Français convertis, d'ailleurs, qui a priori n'ont pas de tradition musulmane. Alors, c'est plus compliqué que ce que vous racontez, bien sûr, finalement, comme phénomène. Il y a ce phénomène-là. Mais comment l'expliquer? Mais ce sont surtout souvent des jeunes, il faut bien le dire, qui viennent de territoires dans lesquels l'immigration est extrêmement importante, et d'une certaine manière, je pense qu'il y a un malaise. Mais peut-être parce que la France ne les intègre pas aussi. Évidemment, là en l'occurrence, semble-t-il, on parle de Français de souche, si j'ai bien compris, mais la plupart du temps, ils se trouvent dans des territoires où l'immigration est extrêmement importante, où l'islam est aussi très fort, et je crois qu'il y a un phénomène, entre guillemets, à un moment donné, de la loi du plus fort, c'est-à-dire une forme de malaise qui est mal traduit, très mal traduit, même dans une forme de radicalité, voilà, parce qu'il compense, oui, sûrement, un déclassement social aussi. On a commencé cette émission en parlant du chômage, en demandant est-ce que François devrait présenter des excuses. Il dit pour qui? Pour le chômage ou pour Valérie Trierweiler? Pourquoi il devrait présenter des excuses?
à son Oui, non, ex-compagne? mais c'est pas à moi de le dire, mais disons Non, mais que en tant que femme, visiblement, vous avez été choquée. Ce qui m'amuse un petit peu, parce que moi j'ai toujours dit que je voulais pas rentrer dans le détail du commentaire de la vie privée, parce que je suis pour le respect de la vie privée, donc j'avais pas apprécié, on va dire, que ça sorte de cette manière-là. Mais bon, je m'étonne que les grandes féministes qui composent la classe politique française et qui n'ont de cesse de donner des leçons à longueur de journée, n'aient pas un petit commentaire un peu moralisateur à l'égard de François Hollande, qui, le moins qu'on puisse dire, n'a pas eu un comportement tout à fait respectable à l'égard de sa compagne. C'est pas la première fois d'ailleurs, c'est une forme de répudiation un petit peu, hein. Donc bon, j'ai trouvé ça un peu paradoxal. Voilà, et Valérie Trierweiler, elle avait vraiment un rôle. Enfin, est-ce qu'il faut donner un rôle à la première dame? Non, je crois pas. D'ailleurs, c'est un peu, ça nous permet de poser le débat. C'est vrai que la première dame de France n'a pas de rôle politique, elle n'a pas de rôle représentatif. Donc à la limite qu'elle puisse évidemment habiter à l'Élysée, qu'elle bénéficie d'une sécurité, de frais pour les transports, d'accord. C'est déjà un rôle, alors. Mais pas de frais de type cabinet, comme pouvait avoir Madame Valérie Trierweiler, parce qu'elle n'a pas à avoir d'activité politique payée par le contribuable. Le président de la République a droit à une vie privée, ou lorsqu'on est président de la République, certains le défendent, il n'y a plus de vie privée pendant 5 ans. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je lutte d'ailleurs contre la politique un peu anglo-saxonne, hein, où on est vraiment dans le voyeurisme, où tout le monde doit tout savoir sur tout le monde. J'estime au contraire que le président de la République n'est pas un homme public comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a une fonction qui est tellement importante que justement, pour préserver le respect dû à cette fonction, il faut faire preuve d'une pudeur particulière sur sa vie privée, quand bien même les comportements seraient condamnables. Mais en l'occurrence, non, j'estime que là, c'est vraiment une dérive qui me déplaît très fortement. Vous en avez été victime, vous oui, aussi? Oui, moi-même d'ailleurs, et je l'ai condamné de la même manière. Hein. J'ai porté plainte et j'estime que ce n'est pas parce qu'on fait de la politique que l'intégralité de notre vie privée dans ses moindres détails doit être jetée en pâture à la population. Seulement ce qui relève du débat public ou de notre activité. Le président qui sort en scooter de l'Élysée pour aller retrouver sa maîtresse, est-ce que ce n'est pas un problème quand même? Non, vous savez qu'en l'occurrence, la fidélité n'a jamais été l'apanage de nos hommes politiques, ni même de nos rois, hein, qui avaient des favorites. Donc a priori, je sais pas. Donc on est sur une tradition finalement. Pouvoir et alors. fidélité. Non, je veux dire, je veux pas rentrer sur le fond du sujet. C'est-à-dire que je vais pas juger le fait il met en péril sa sécurité que aussi. Monsieur-là, a priori, c'était pas le cas, semble-t-il. Parce que à la limite, la rue du Cirque, c'est pas très loin de l'Élysée. C'est au moins pratique de ce point de vue-là. C'est pas un endroit mal famé. Au moins, voilà, c'est pas mal famé. Je veux pas juger moralement le fond de la question. Je veux dire, c'est pas mon rôle. Ce que je juge, c'est la façon dont c'est sorti, dans un journal People, en prenant à la volée des photos. Bon, je trouve que c'est pas très... Vous pensez pas quand même que quand on choisit quelqu'un, notamment suffrage universel, on a envie de savoir un peu qui est cette personne, et le fait de savoir s'il a une famille, pas de famille, s'il a des enfants, pas des enfants, ça fait partie aussi peut-être de la personnalité de la personne qu'on va choisir. On peut pas faire une distinction comme ça, très froide, des choses. Oui, enfin, je suis pas sûre que ce genre de considération rentre de façon nécessaire dans le débat public. Bon, mais dans le choix d'une personne, non, mais qu'il soit fidèle ou pas à sa femme. Pas fidèle, c'est pas ce que j'ai dit. C'est un peu la question en l'occurrence. Mais non, mais parce que, alors dans ce cas-là, il faut pas que les hommes et les femmes politiques fassent campagne avec leurs compagnes. Ah bah je suis d'accord, mais ça c'est aussi l'effet people, mais ça a été amorcé d'ailleurs avant François Hollande. Déjà avec Nicolas Sarkozy, on avait une mise en scène de la vie familiale. Jacques Chirac et Bernard Chirac. Absolument, mais ça s'est accéléré, on va dire. C'est vrai qu'il y a une mise en scène aujourd'hui dont ils sont les victimes. Ils devraient aussi se poser des questions, je suis d'accord avec vous. Marion Maréchal Le Pen, députée Front National Rassemblement Marine, est avec nous sur MC dans les JG. Dans un instant, on verra ce que vous pensez de cette manifestation jour de colère. Entre autres, vous réagirez à ça dans l'actualité.